Monsieur Laurent Chiot, Madame Régine Boucal, Monsieur Jean-François Bélinguel, Madame Françoise Amarché-Brajon, Monsieur Vincent Martin, Madame Elisabeth Méconneuil, Monsieur François Robin, Madame Aurélie Mayos, Monsieur Alain Comte, Madame Marie Paoli, Monsieur Raoul Dalle, Madame Galia Camille, Monsieur Francisco Silvano, Madame Patricia Rousson, Monsieur Nicolas Sautouin, Monsieur Philippe Torres, Madame Catherine Thuem, Monsieur Thierry Jacques, Monsieur Christophe Lacasse, Madame Stéphanie Morel, Monsieur Aurélien Mardebord, Madame Sonia Neslas, Monsieur Nicolas Rousson, Madame Valérie Fournier, Madame Betty Zampillon, Monsieur Francis Dursat, Monsieur Bruno Portal, Monsieur Karim Abel, Monsieur Philippe Couget, Madame Emmanuelle Soulier, Madame Fabienne Lièvre, Monsieur Jérémy Blanger, et Madame Michel Jacques. Merci Madame Zappiello. Donc alors toujours on fait de l'urbanisme et de l'environnement avec entre autres les zones d'accélération des énergies renouvelables. Il y a plusieurs modifications du PLU. Une constante désaffection et déclassement du domaine public d'une parcelle située rue de la Chandelle, une vente d'un terrain pour les jeunes qui veulent construire et un achat d'une maison en cœur de ville rue du Chaspel. Non, une autre. Ensuite, des demandes de subvention à l'État principalement et des locations de box d'intersection à Chavannes et puis de la maîtrise d'ouvrage délégué pour les travaux au carrefour giratoire de Berlière qu'on va démarrer une fois que les gros œuvres seront finis sur la maison de l'ancienne évêché. Avant de commencer ce conseil municipal, j'ai quelques pouvoirs de M. Philippe Couget pour M. Karim Abed, de M. François Robin pour Mme Elisabeth Minet-Trénal, de Mme Aurélie Mayol pour Mme Françoise Amarché-Brajon, de M. Christophe Lacasse pour Mme Régine Bourgade, de M. Nicolas Rousson pour M. Vincent Martin, de Mme Sonia Nunez-Vaz pour M. Aurélien Mardebord, de M. Francis Dursat pour Jean-François Bélinguel et de Mme Catherine Thuem pour Alain Comte. Avant de commencer quelques informations, je voudrais d'abord féliciter Mme Régine Bourgade puisqu'elle a été faite citoyenne d'honneur de la ville de Vincizel pour son engagement au long cours depuis quelques années dans le cadre du jumelage donc, qui a été instauré en 1982, je crois, la première année de jumelage, la première signature de convention. Et donc Régine, régulièrement, chaque année, s'occupe d'entretenir les bonnes relations avec d'autres ici présents, mais particulièrement son engagement est souligné. Donc le maire, Nicolas Vlavnik, tu as donné la médaille d'honneur de la ville de Vincizel lors d'une cérémonie qui a eu lieu au mois de janvier donc, sur Vincizel. Et donc je tenais à féliciter Régine Bourgade pour cet engagement. Voilà. Merci. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots. Tu veux dire la presse. Si les autres jumelages pouvaient être aussi fructueux que celui de Vincizel, ça serait merveilleux. Donc on doit y retourner d'ailleurs au mois de juillet, si j'ai bien compris, de cette année. Peut-être, Régine, tu pourrais dire un mot, parce que je voulais dire un mot sur les 80 ans de la libération de Mende. Donc on prévoit une cérémonie qui est la libération de Mende, ça fait le 19 août 44, donc on ferait les 80 ans. Ce ne sera pas tout à fait le 19 août, donc au moins ça durera quelques moments dureront toute la semaine, mais on décalera la grande cérémonie de 24. Je te laisse la parole. Oui, effectivement, au départ, on avait retenu la date du 19 août, qui était un lundi, mais c'était sans compter sur les forains qui
ne pouvaient pas avoir leur mois d'août complet en termes de fêtes sur les différentes villes autour de la Lozère. Donc, on a entendu leur appel et leur détresse, parce que ne pas faire la fête de vente, ça leur diminue leurs ressources de façon très importante. Donc, du coup, il y aura quand même du théâtre le 18 et le 19, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, même si ce n'est pas dans la fête de vente, mais comme c'est en fin d'après-midi, et c'est le théâtre de Gister qui est dans la Biencourt, ça n'interférera pas au niveau des fêtes. On met en place une exposition à l'espace événement qui va durer du 19 août au 26-28 en fonction du personnel qu'on aura obtenu à l'exposition, qui comprendra beaucoup de matériel militaire, de la Croix-Rouge, une exposition des collectionneurs du Jourdain, des personnes qui détiennent beaucoup de matériel militaire, armes, etc. Les enfants dans les écoles travaillent dès maintenant sur cette thématique de toutes les écoles, publiques et privées. Donc il y aura une restitution de leur travail le 27 mai en petit format, le jour de la célébration de la résistance. Et le mois d'août, leurs travaux seront exposés dans l'espace événement. Et la journée du samedi sera consacrée à une journée festive, une cérémonie festive, d'inauguration de l'expo, une cérémonie monument avec du matériel militaire, jeep, traction, vélo, moto, tout ce qui peut se rapporter à cette époque-là, plus piquet d'honneur dans les polices et les pompiers, une parade sur les boulevards, un concert de l'harmonie dans le square, une partie danse des années 40-50 avec Aligos de Swing, une guinguette, un concert, et on finira par une projection de film sur le fait de la résistance. Voilà le programme pour ce moment-là. Pour organiser en fait, cette manifestation qui a un caractère important, on a associé un certain nombre de partenaires, je ne sais pas si tu les as dit. Il y a la NACRE déjà en premier, la philatélie, les vieux volants, la Croix-Rouge, l'ONM, le Souvenir français, les Cervantelles, parce qu'il y aura une dégustation dans le cadre des guinguettes, Jean-Louis de l'Harmonie, la Chorale du Sang de la République, Sosouille. Ils ont repris tous, on peut tous citer. Et on aura en même temps donc, aussi Samuel Caldier, qui est bien sûr associé avec Architecte de la Ville, mais qui travaille aussi sur un ouvrage qui devait sortir à ce moment-là aussi, j'espère. Donc, qui sera sur. Qui reflètera un peu la carrière et la vie d'Henri Bourillon. Et puis, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on refait la totalité des panneaux de la résistance, qui sont sur toute la ville et même à l'extérieur, qui aujourd'hui sont plus que fatigués, certains qui sont illisibles. Donc, on les reprend tous en changeant les couleurs code pour les remettre complètement à jour. Merci donc Régine pour ça. Ensuite, je voulais vous donner, avant de démarrer le conseil proprement dit, je voulais vous donner le bilan financier de l'opération du musée du Gévaudan, le musée tant décrié, donc sur la partie investissement. Les chiffres définitifs sont les suivants. 9,5 millions, puisque c'était l'enveloppe que j'avais fixée, que je suis arrivé à la mairie de Nantes en 2005, 9,5 millions de travaux hors taxes, toutes prestations confondues. Donc nous avons dépensé 9 428 944 € et 61 centimes, toujours hors taxes. Donc je remercie Nadia Armas parce qu'elle a tenu avec Olivier Merlès et ses équipes, et leurs équipes, ils ont tenu les enveloppes. On avait eu le principal financeur, c'était
conseil régional donc, qui nous a apporté 2 534 227 €, soit presque 27% d'aide. Le conseil départemental qui, au-delà du don des bâtiments, nous a apporté 800 000 €, donc ça fait un peu moins de 9% d'aide. On avait une subvention exceptionnelle de l'État de 500 000 € dans le cadre de l'action Cœur de Ville, de 5%. Une autre subvention de la DRAC avec un concours pour le SIAP, donc au total c'était 1,6 million. Une subvention de l'État aussi DETR en 2015 pour des acquisitions foncières pour 29 927 € et 9 centimes. Une subvention du FEDER de l'Europe qui a été plafonnée à 1 764 633 € et 7 centimes. Donc tout ça, ça nous ramène à une part communale de 2 200 157 € et 45 centimes sur ce montant total de 9 428 000. Donc soit une participation de la commune sur le budget communal de 23%, donc quasiment 78% d'aide financière sur ce projet, un investissement dans un cadre qui était particulier, des vieilles bâtisses, un contexte qui commençait à être inflationniste, notamment sur la fin. Et donc je voulais saluer le fait qu'on ait tenu l'engagement, en quelque sorte, sur l'enveloppe financière. Et je voulais saluer le fait aussi de la participation financière exceptionnelle, puisqu'on est quasiment à 78% d'aide pour ce projet. Donc on aura à reparler du fonctionnement, puisque le fonctionnement, c'est chaque année. Je voulais aussi vous faire part d'une note, puisque maintenant le procès est clos, puisqu'il n'y a plus de possibilité de recours, c'est ça. Donc sur le règlement intérieur, l'opposition nous avait fait un recours contre délibération du 24 novembre 2020 relative à l'approbation du règlement intérieur. Donc par délibération saisissante, le conseil municipal a adopté le règlement intérieur du conseil municipal. Par requête enregistrée le 23 janvier 2021, mesdames et messieurs, hier, le Dias, Portal, Pouget, Abed et Bréger ont demandé d'annuler les articles 10, 13, 17 et 26 du règlement intérieur. Oui, mais je vais le dire. D'annuler les articles 10, 13, 17 et 26 du règlement intérieur. En gros, c'était de tomber le règlement intérieur. 4 ainsi que la délibération du 24 novembre 2020 ayant adopté le règlement intérieur. Donc l'opposition voulait qu'on revienne au conseil municipal pour délibérer sur un règlement intérieur et d'adjoindre la commune à soumettre au conseil municipal une nouvelle version du règlement intérieur, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 € au titre de dépenses. Au motif qu'il y a une atteinte à la liberté d'expression limitant le temps de parole dans les articles 10 et 13, en limitant le droit d'expression dans le journal municipal dans l'article 26. Au motif qu'on était en méconnaissance du droit à la liberté de débat en réservant à M. le maire le droit de s'opposer à la transmission des séances du conseil dans l'article 17, et au motif qu'il y avait une immixtion dans le fonctionnement du groupe d'opposition par l'article 25 qui oblige les conseillers municipaux souhaitant quitter leur groupe ou en changer à informer monsieur le maire par écrit. Alors, par mémoire, en date du 3 septembre 2021, Madame Hier et Monsieur Portal informent le tribunal de leur désistement du recours. Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif a rendu sa décision. L'ensemble des moyens soulevés par les protagonistes, donc Mme Diaz, M. Pouget, M. Abed, M. Bréger, ont été écartés. Seul le motif relatif à l'article 26 du règlement intérieur adopté par délibération du 24/11/2020, en tant qu'il prévoit que le journal qui le demande est un magazine d'information, le contenu des textes ne doit en aucun cas être source de polémique. On avait marqué source de polémique dans le règlement intérieur. Compte tenu du jugement rendu, le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'injonction. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de représenter un conseil municipal une version corrigée du règlement intérieur.
De même, l'application des dispositions de l'article 761-1 du CJA sont rejetées. C'est la prise en charge des dépenses. En conclusion, seule est annulée dans l'article 26 la formulation « être source de polémique ». Alors quand je lis certains propos que vous avez pu écrire, qui sont mensongers, les bras m'en tombent un peu. Sur votre volonté affichée en 2020, non mais vous pouvez sourire, monsieur Berger, mais sur votre volonté affichée en 2020 d'être dans la transparence, de dire la réalité et la vérité au même droit, ça c'est la vérité. Ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux là, au mois de novembre, en disant que la mairie avait perdu son procès, c'est pas la réalité. Parce que le procès, c'est vous qui le perdez. Vous aviez demandé l'annulation du règlement intérieur, vous aviez demandé que 4 articles soient réformés, il n'y a rien de tout ça dans vos demandes. Vous aviez demandé à ce que la commune soit condamnée à vous verser les frais de justice, il n'y a rien de tout ça dans le jugement. Et on ne sera pas obligé de passer un règlement intérieur, et je tenais ce soir à le préciser. Parce qu'on voit... Vous allez nous laisser répondre? Vous allez nous laisser répondre? Non. Parce que vous nous attaquez depuis tout à l'heure. Non. Je ne vais pas vous laisser répondre. Non, mais il faut être honnête. Non, je ne vais pas vous laisser répondre. Je vais terminer. Non, je ne vais pas vous laisser répondre. Nous n'avons jamais demandé l'annulation du règlement intérieur. Si, vous avez demandé l'annulation du règlement intérieur. Il y a eu 4. En plus, vous avez demandé. Non, je ne vous ai pas donné la parole, monsieur Abel, je ne vous ai pas donné la parole. Laissez-moi répondre. Non, vous ne laisserez pas répondre parce que c'est moi l'autorité de police. On change de sujet. Non, ça ne change pas de sujet. On va finir avec ce sujet parce que vous racontez n'importe quoi. Ça, c'est vous qui le dites. C'est écrit sur les réseaux sociaux, monsieur Abel. Non, c'est vous. C'est vous qui l'écrivez sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas. Vous attendez de savoir si la mairie va faire appel de ce jugement. Moi je considère, si vous l'avez écrit sur les réseaux sociaux, moi je considère, monsieur Abel, je considère que c'est la majorité municipale qui a gagné son procès. Mais vous êtes content, faites-le. Mais non, mais laissez-nous répondre. Non, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez le droit de raconter ce que vous voulez, moi j'ai le droit de rétablir les vérités. Et quand vous écrivez sur les réseaux sociaux, que vous avez gagné le procès, on n'a jamais écrit ça. Vous allez un peu loin. On n'a jamais écrit ça. Faites preuve d'honnêteté intellectuelle. Non, c'est à vous. Alors là, c'est à vous de faire un peu. Non, monsieur Abel. S'il vous plaît, je ne vous ai pas donné la parole. Vous nous attaquez. Je ne vous ai pas donné la parole. Vous nous attaquez. Je ne vous ai pas donné la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. C'est facile. Je ne vous ai pas donné la parole. C'est facile comme ça. Donc, mais oui, c'est moi le maire. C'est moi qui ai l'autorité. Vous n'êtes pas le bon Dieu. Vous êtes le maire, mais pas le bon Dieu. Il y a un droit. Dans cette assemblée, c'est moi qui donne la parole, monsieur. Et donc je le redis, à réaffirmer les équilibres et la réalité de ce qui s'est passé. Je tenais à réaffirmer la réalité de ce qui s'est passé. Et vous avez le jugement et je peux vous le faire distribuer. Vous ne laissez pas nous exprimer. Si vous n'avez pas lu le jugement, c'est pas dans vos faits. Je voulais également revenir sur 2 ou 3 autres nouvelles qui ne concernent pas directement la mairie de Mantes, mais quand même, avec des bonnes nouvelles que j'ai eues ces jours-ci, la première, et aujourd'hui la deuxième. Ça concerne l'hôpital. Vous savez que je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital, qu'on travaille main dans la main donc, avec M. Bussonneau, avec ses équipes, et qu'il y a une excellente collaboration qui se fait avec l'ARS, avec les pouvoirs publics. Peut-être Betty pourra dire un mot de l'échange qu'il y a eu à Paris avec la ministre Vautrin et la sénatrice. Monsieur Jaffre, donc, qui est le directeur général de l'ARS Occitanie, par courrier très récent de la semaine dernière, vient de m'informer que la ligne du SMUR pouvait être mise en place, la deuxième ligne du SMUR pouvait être mise en place, et donc on va travailler avec les services de l'hôpital et le directeur général pour que ça puisse commencer dès ce mois de septembre.
Donc c'est une excellente nouvelle pour le territoire, parce que vous savez qu'on a le SAMU, mais avec une seule ligne qui peut intervenir en complément avec les sapeurs-pompiers, qui font un travail remarquable et qu'il faut souligner. Et donc cette deuxième ligne du SMUR, ça nous sécurisera encore un peu plus, ça sécurisera la patientèle lozérienne encore un peu plus dans les années à venir. Cette ligne du SMUR, c'est, grosso modo, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour la ville, entre 12 et 15 emplois nouveaux, puisqu'elle doit être opérationnelle 24 heures sur 24 tout au long de l'année, avec au minimum 5 médecins, plus les infirmières, plus les brancardiers ou les conducteurs d'ambulance qui vont avec. Donc on va, dès le mois de septembre, commencer à mettre en place cette deuxième ligne, qui sera financée par l'ARS. Deuxième sujet qui n'est pas anodin pour notre territoire, c'est que depuis quelques mois, j'étais à l'initiative d'ailleurs d'un courrier à la doyenne de la fac de médecine de Montpellier, qui était présente aujourd'hui sur l'hôpital et qui m'a annoncé ça tout à l'heure quand je l'ai rencontré en début d'après-midi. C'est que dès le mois de septembre aussi, on va avoir une annexe de la fac de médecine qui va se mettre en place sur l'hôpital de Mende. Et donc je crois, avec 4 externes, donc aujourd'hui on avait des formations sur les dernières années, donc il y avait déjà un travail qui était fait, mais on va compléter en commençant dès la 4e année, on va avoir les 4e, 5e et 6e années qui vont venir sur le territoire pour se former. Alors ça on le doit en grande partie aux professionnels de l'hôpital, bien sûr, à la présidente de la CME, donc Madame de Martineau, mais on le doit aussi en très grande partie à Mathilde Minet, donc, qui est médecin libéral installé sur la ville, mais qui est aussi qui a une chaire à la fac de médecine sur Montpellier, et donc qui l'ensemble permettant qu'on puisse avoir cette création d'antenne de cette fac, comme c'est à Perpignan aussi, comme c'est ailleurs, je ne sais plus, à Nîmes, je pense. Et donc, Mende sera la prochaine à ouvrir dès le mois de septembre. Donc je crois qu'entre le SMUR, la deuxième ligne du SMUR, et puis cette nouvelle antenne de fac de médecine, c'est une excellente nouvelle pour notre territoire, puisque ces futurs professionnels de santé, dans différentes spécialités d'ailleurs, vont venir très tôt sur le territoire, et plus ils viendront tôt, et plus on a les chances de les capter et de les garder au long cours sur le département de la Lozère. Une excellente nouvelle et je tenais à vous en faire part. On va passer à l'ordre du jour avec l'information sur les quartiers prioritaires de la ville. Il faut d'abord qu'on peut-être élise une secrétaire de séance. Donc, si vous êtes d'accord, je propose Régine Bourgane. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Et donc, une information sur les quartiers prioritaires de la ville. On a travaillé tout cet automne donc, avec monsieur le préfet, avec le bailleur social, puisqu'il s'agit du quartier de Fontanier, pour d'abord savoir si on devait s'engager dans cette politique-là, donc ces quartiers prioritaires de la ville, ou si au contraire on devait rester en retrait. On était, je crois, le dernier département de France métropolitaine à ne pas avoir de quartier prioritaire de la ville. Donc on nous a proposé ça, on a travaillé avec les élus de la majorité à plusieurs reprises, avec le bailleur social, avec les services de la préfecture, et on a fini par dire il faut qu'on s'engage parce que ça peut être intéressant pour le secteur, pour Fontanier, et donc on a fini par écrire à monsieur le préfet qu'on était preneur de cette nouvelle politique sur Mende. Preneur parce qu'il y a des moyens financiers à la clé. On est en train de travailler sur une convention qui doit être signée d'ici à la fin mars. Donc une convention pour la ville. Il y a des avantages aussi pour le bailleur social, puisqu'il y a une exonération de taxes professionnelles, de taxes foncières sur la propriété bâtie à hauteur de 30%, qui lui permettra de récupérer sans obérer les finances de la ville, puisque ça nous sera remboursé par l'État.
et qui permettra de récupérer des moyens nouveaux. Il a déjà engagé des actions, comme par exemple la rénovation des locaux commerciaux qui ont commencé. Donc on va se saisir de ces politiques. J'ai demandé à ce que toutes les équipes, services jeunesse, CIS, centre intercommunal d'action sociale, maison solidaire, tout le monde, éducation, parce qu'il y a un sujet autour de l'éducation, qu'on puisse effectivement essayer d'aller retirer le maximum de moyens de cette nouvelle politique QPV. À ma grande surprise, en regardant le décret qui a été publié à la fin de l'année, et en regardant les réactions de collègues ailleurs, dans d'autres villes, qui étaient sortis du dispositif, parce qu'il y a des villes qui rentrent et des villes qui sortent. Excusez-moi. Ceux qui en sortent, ils ne sont pas contents d'en sortir. Les réactions que j'ai vues. Et j'en ai vu d'autres, des copains là-bas à Brenoux-Saint-Agnane, qui étaient jusqu'en 2014, qui a été sorti, qui re-rentrent et qui est bien content d'y re-rentrer. Donc je pense que ça va nous permettre d'avoir des moyens nouveaux pour ce quartier, pour l'emploi, pour l'éducation. Vous savez qu'on a 3 écoles sur le quartier, dont 2 publiques. Chaque année, cette année encore, on avait une menace sur une fermeture de poste à l'école maternelle, donc on l'a préservée. Comme on a préservé les menaces qui planaient sur l'école Solius et Bolijol, donc on n'aura pas de fermeture de classe à la rentrée de 2024 sur la ville de Mende. C'est malheureusement pas le cas ailleurs en Lozère, puisqu'il y a un projet, alors il y a la CDEN qui doit se réunir, mais un projet, il y a quelques fermetures de classe aux 4 coins du département qui sont prévues. Le nombre d'élèves baisse, la natalité baisse, donc le nombre d'élèves baisse. Et donc je vais défendre moi l'idée que les moyens qu'on a sur les 2 écoles publiques, ils soient maintenus le temps qu'on sera dans ce dispositif QPV, comme je vais défendre l'idée de récupérer le maximum de moyens financiers pour accompagner différentes politiques autour de l'emploi, autour du sport, autour de la culture. On fera quelque chose peut-être pour les JO aussi, puisque on peut proposer une action pour les jeunes et moins jeunes du quartier dans le cadre des JO. Voilà l'information que je voulais vous donner sur cette l'installation. Alors oui, on a 2 choses qui se passent actuellement. Donc la première, c'est la société H&M qui refait des travaux sur le commerce où il y avait le bouchon de douane. Donc avec l'installation au printemps de couple qui va reprendre une épicerie, boucherie, traiteur et puis dépôt de pain. Donc ça sera en plus pour le quartier. Et puis à l'étage, dans les locaux de la santé, on installe au 1er mars une orthophoniste. Ce qui n'est pas anodin aussi pour le territoire, puisque vous savez que les orthophonistes, il y en a que partout. Donc c'est une bonne chose aussi pour le quartier. Voilà pour ça. Le point suivant, c'est l'approbation du PV de la séance le 26 octobre. Est-ce que vous avez des observations? Madame Soulier. Le compte rendu et le PV d'assemblée ne faisant réglementairement plus qu'un document, j'ai 3 observations. Normalement, le PV doit être signé et présenté à la séance suivante du conseil municipal. Oui. Ici, nous validons le 26 octobre. Donc, depuis 2 ou 3 conseils ont eu lieu. Je n'incrimine pas du tout les agents, hein, par avance je le dis, parce que je sais qu'ils sont très consciencieux. Mais en revanche, cela est dommageable, parce que qui se souvient des dires qui ont eu lieu 4 ans plus tard? Alors vous me direz maintenant, il y a la vidéo, sauf que certaines vidéos disparaissent. Alors j'aurais une question, c'est pourquoi
Celle de décembre a été enlevée le lendemain matin de la séance à 10h du matin. Et elle n'est jamais revenue. Ah, j'aimerais bien savoir. Mais je pense qu'il y a une raison. Je ne sais pas laquelle, mais il y a une raison. En tout cas, elle a été sciemment enlevée. Enfin, pouvez-vous noter pour les décisions prises en vertu des pouvoirs de délégation reçus, qui sont dans ce compte-rendu, de la numéro 183-23 à la numéro 188-23, que le maire précise les sommes après la demande de Madame Yerle. Après et seulement après. Voilà. Alors sur la première observation, ben oui, mais c'est une question de temps et d'avoir à rédiger correctement les comptes rendus, puisque ça suscite toujours des discussions. Je vois que finalement, quand on n'était aucun commentaire, c'était plus simple. Non, maintenant, c'est un PV et compte rendu font la même chose. Donc, et c'était réglé. Il y a nécessité, maintenant, vous avez obligation, puisque PV et compte rendu sont un seul et même objet. Donc du coup, ça demande du travail au service et j'ai demandé, d'ailleurs, il existe des outils. Donc on va regarder. Il y a des outils aujourd'hui qui retranscrivent automatiquement sans passer par le sténotypiste d'ailleurs et qui permettent de faire les comptes rendus, sauf à les relire quand même, mais qui permettent de faire les comptes rendus avec l'informatique ou le numérique. Donc on est en train d'étudier ça. Parce que j'ai vu ailleurs que ça se faisait, donc on peut peut-être l'utiliser nous aussi. Ça simplifierait la vie un peu des équipes et ça permettrait peut-être de les avoir, de pouvoir répondre à votre demande, d'avoir le compte rendu au prochain conseil municipal. Je vais dans l'idéal, d'ailleurs, juste avant de monter. Et puis, alors, la disparition de la vidéo. Je pense qu'il y a une bug technique, je ne sais pas. Eh bien, il faudrait qu'elle revienne alors. Eh bien, oui, mais s'il y a une bug technique, c'est que peut-être on ne va pas la faire revenir. Lorsque vous suivez à 10h du matin, vous êtes précis. Ah oui, attendez, mais moi je pose les dossiers, vous avez remarqué. Oui, et le lendemain à 10h. Le lendemain, je vais à 10h voir ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Si l'un de nous est absent, il va voir ce que les autres, comment ça s'est passé. Et là, vous l'avez pu trouver. À 10h du matin, tout a disparu. D'accord. Donc vous pensez que c'est le maire qui l'a levé? J'ai des... C'est un pirate. Est-ce que vous pensez que je m'occupe de ça aussi? Non, mais vous pouvez demander à d'autres de le faire. Le troisième point, c'était quoi? Le troisième point, juste que vous rajoutiez que vous avez donné les sommes après que Madame Yerle ait demandé les précisions. Parce que généralement, je les donne. Non, vous ne les aviez pas données spontanément et la différence a son importance. Est-ce qu'il y a d'autres, monsieur Bréguet? Monsieur le maire, chers collègues, je serai un petit peu plus rapide. Donc concernant l'approbation des PV, bien entendu, le groupement d'avenir va voter contre, comme d'habitude. Toujours pareil, pour la transparence des débats qui ne sont pas retranscrits et surtout l'apparition des votants, ceux qui votent et qu'est-ce qu'ils votent, tout simplement. J'en profite d'intervenir concernant l'approbation des PV Carbo. Nous n'avons toujours pas eu de réponse à nos questions écrites, notamment concernant le bail de location du cabinet installé dans les anciens locaux de la Directe. C'était une question qu'on avait posée le 21 décembre, on nous a relancé début de mois. Et le deuxième point, maintenant que l'année 2023 est terminée, vous les envoyez. Voilà, on attend toujours l'ensemble des justificatifs de vos frais de fonction. Pas de problème. Donc je voulais savoir quand est-ce qu'on passait les récupérer. On va vous le dire. Est-ce qu'il y a des oppositions? 1, 2, 3. Michel Jacques, on va laisser le pouvoir. Les abstentions? 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Et les autres sont favorables. Je vous remercie. Communication des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir. Je vous donne les chiffres. Monsieur, alors,
ferait l'arrêté 214, autorisant la signature de marché public de prestation de services et missions, fourniture et livraison de titres au restaurant, marché passé avec l'entreprise Indered de Malakoff. C'est ça? Je n'ai pas les montants, madame. Arrêté de 219, autorisant la demande de dépôt de demande de subvention auprès du département de la Lozère au site de FRAP 2024, donc pour la rénovation des revêtements de pierre calcaire du centre-ville, puisqu'on doit en faire d'autres, pour la mise aux normes des bâtiments communaux, et pour la fourniture et la pose de prise de soleil à l'espace événement Georges Frêche. Donc sur les revêtements de pierre, je pense que le travail qui a été fait sur la fin de la rue de la République et le début de la place Estoupe, c'est du bon boulot qui a été fait par l'entreprise Olivier, avec des pavés qui sont maintenant mouchardés là, et donc qui glissent moins. Donc je pense que c'est satisfaisant pour tout le monde et on continuera parce qu'il faut qu'on reprenne le début de la rue de la République au niveau de la place de la République. Un arrêté 222 autorisant le dépôt d'une demande de subvention auprès de la région Occitanie et du département de la Lozère pour l'organisation de concerts qui aura lieu le 22 juin et donc on demande 4 500 à la région et 4 500 au département. Un arrêté 2024, le numéro 1, approuvant l'avenant. Numéro 1, on a passé avec la DFIP pour le contrat de location de la cité administrative. Donc on est avec un bail maintenant de 196 435 € et 80 centimes TTC. Un arrêté numéro 2, approuvant la mise à disposition d'un local situé à l'espace Adrien Durand à la région Occitanie avec un montant de loyer mensuel de 998 € pour un bail du 17-12-2023 au 16-12-2024, c'est pour leur service transport. Un arrêté 3, approuvant l'avenant à passer avec la DDET STP pour le contrat de location à la cité administrative avec un montant de 184 461,75 € TTC pour l'année. Un arrêté numéro 4, approuvant la convention d'occupation de la parcelle A574 au profit de la Fédération des chasseurs. Convention conclue pour 12 ans à compter du 1er juillet 2023, c'est le stade d'apprentissage qui est à l'envers. Un arrêté 5, approuvant le contrat de location de local 6-17 boulevard du Souvenir avec l'association de Saint-Vincent de Paul jusqu'au 30 juin 2024, en tant qu'ils fassent leur travaux et qu'ils aient fini d'acheter leur locaux, à titre gratuit. Maintenant, je vais laisser la parole sur le point numéro 1 à Valérie Trémolière sur les zones d'accélération des énergies renouvelables. Ah, madame Soulier, je vois que le chiffre. Non, mais en revanche, c'était. Enfin, il peut m'en manquer. Mais ce serait bien que ce que vous dites actuellement, ce soit écrit. Dans les textes, ils disent que normalement, les décisions prises en vertu doivent être précises. Et comme ça éviterait qu'il y ait des confusions, vous l'avez dit, pas dit. Les choses seraient claires, seraient en avance bien notifiées. Et juste un tout petit détail, mais ça c'est parce que pour les tickets restaurants, pour l'instant c'est les tickets papier. Donc pour savoir si vous allez passer au ticket carte, parce que les tickets cartes, normalement il y a des magasins déjà qui ne les prennent plus. Moi je me suis retrouvée dans un commerce derrière quelqu'un et qui était dans l'embarras parce qu'ils ne prenaient plus les tickets papier. Donc on va passer, c'est Jacques 2026-2027. L'obligation réglementale et légale est du 1er janvier 2026. Donc la consultation qui a été faite dans le cadre du renouvellement du marché, donc vous n'avez pas le prix parce que les tickets resto et la fabrication n'est pas à la charge de la collectivité. Donc ça nous coûte ça en fabrication en Oui, j'ai pas demandé. Et donc on est parti sur. On a demandé du papier, puisque la sollicitation formulée auprès des agents, il est remonté massivement pour l'instant un souhait de papier. Ils sont répondus favorablement à notre demande, donc on reste dans cette démarche-là, sachant qu'au 1er janvier 2026, on a une obligation réglementaire légale de carte.
Et bon, ils ont changé les conditions de la carte. Jusqu'à présent, les agents n'en faisaient pas trop, parce qu'il y avait une condition qui était draconienne, c'était un ticket par jour et les jours ouvrables. Pas utilisable le week-end, n'est pas utilisable dans n'importe quel commerce. Là, c'est beaucoup plus souple sur le fait qu'on puisse en utiliser, si j'ai bien compris, plusieurs par jour, jusqu'à 25 euros. C'est jusqu'à 25 euros, en fait. Et y compris le week-end. Donc ça satisfait plus les agents. Et puis il y aura moins de... Là, on a quelques retours de chèques qui ne sont pas payés, qui ne sont pas utilisés, entre guillemets. Donc il y a des agents qui soit les perdent, soit les utilisent pas, mais c'est pas des grosses sommes. Avec la carte, il y aura plus de problème. Donc les énergies renouvelables et l'accélération de l'intermédiaire. L'identification des zones d'accélération de la production des énergies renouvelables. L'article 15 de la loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables confère aux communes la définition d'un cadre d'accélération pour l'implantation terrestre de production d'énergie renouvelable. Les secteurs potentiels de développement doivent s'inscrire dans une démarche de planification territoriale de l'énergie, de solidarité entre les territoires et de sécurisation de l'approvisionnement. L'identification de ces zones ne signifie pas mise en œuvre systématique de projets. La volonté de déployer des projets d'ENR reste du ressort des propriétaires fonciers et doit s'exécuter en conformité avec les réglementations en vigueur. Vu la loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à la production d'énergie renouvelable et notamment son article 15, vu le Code de l'énergie et notamment son article 141.5.3, vu le Code de l'urbanisme et notamment son article 151.42.1, vu le courrier de la préfecture de la Lozère en date du 27 novembre 2023 relatif à la définition des zones d'accélération de la production des énergies renouvelables, il est exposé ce qui suit. La loi 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable vise, dans un contexte de crise énergétique et climatique, à changer d'échelle dans le déploiement des énergies renouvelables, en répondant notamment à l'enjeu de l'acceptabilité locale des projets. Conformément à l'article 15 de cette loi, qui permet aux communes de définir, après concertation de leurs administrés, les zones d'accélération jugées préférentielles et prioritaires pour le développement des énergies renouvelables, a été organisée dans notre commune une concertation du public. Après avoir réalisé ce processus de concertation, qu'on confère à l'annexe 2, par la communication d'un courrier individuel à l'ensemble des agriculteurs de la commune, par la mise à disposition du public apte à formuler ses observations quant aux propositions des zones d'accélération sur le site internet de la commune du 6 au 31 décembre 2023, il est proposé aujourd'hui d'approuver les zones d'accélération de la production des énergies renouvelables modifiées après la concertation évoquée en annexe 1 et d'approuver pour chaque catégorie de sources et des types d'installations de production d'énergie renouvelable en fonction des potentiels du territoire concerné, conformément à l'article 15 de la loi 2023-175, les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable telles que précisées en annexe 1 de la présente délibération et dans les plans joints. De notifier ces propositions au référent préfectoral et à la communauté des communes Cœur de Lozère. Merci Madame la Trésorière. J'ouvre la discussion et je dirai le mot après. Monsieur Portal. Oui, monsieur le maire, chers collègues, sur ce point, je tiens à apporter une information. Alors, effectivement, l'État nous demande de définir des zones d'accélération pour les énergies renouvelables, mais par rapport à sa consommation, la Lozère, pour sa production d'énergie renouvelable, fait déjà partie des très bons élèves d'Occitanie. Alors, la Lozère, bien entendu, avec sa faible population, est une cible prioritaire pour les grands groupes industriels, et avec de l'argent, il est facile de convaincre des maires et des propriétaires terriens. Pour preuve, on a pu implanter facilement des éoliennes sur un site classé Natura 2000 à Champagne. Alors la contrepartie, à mon sens, c'est qu'on nuit à notre ressource, à une des ressources économiques que nous avons, à savoir le tourisme. Alors aujourd'hui, on nous demande de possiblement impacter un autre site apprécié des Landois, à savoir donc la forêt des Moulins. Alors, qui n'aime pas se promener ou aller ramasser des champignons dans ces forêts? Moi, personnellement, j'adore. Alors
sommes favorables au développement des énergies renouvelables, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, pas n'importe où. Et sur le schéma que vous nous présentez concernant le photovoltaïque, il y a donc 2 sites majeurs, à savoir l'aérodrome de Mende et les Boulons. Donc voilà, je tiens à ce que nous soyons vigilants par rapport à ça et que nous tenons compte d'une forêt donc importante pour notre commune. Alors nous n'allons pas voter contre, puisque dans ce package, il y a également le vote de photovoltaïque en toiture, auquel nous sommes favorables, et par contre nous allons nous abstenir. Merci. D'autres demandes de prise de parole? Monsieur Abed. Oui, alors les énergies renouvelables, la transition écologique, la préservation de l'environnement, c'est déjà un sujet sur lequel on a échangé. Nous étions intervenus, les élus de Mende Avenir, lors du conseil municipal du 6 avril dernier. Et on vous avait fait part qu'on avait une appréciation, une analyse totalement différente du problème, du dossier. Et ce problème, cette divergence est confirmée aujourd'hui, puisque vous vous focalisez uniquement sur les panneaux photovoltaïques et puis sur les éoliennes. Ce qui est surprenant pour le maire d'une ville comme la nôtre et d'un chef-lieu, c'est que vous disposiez depuis 2 ans, je dis bien depuis 2 ans, depuis août 2022, un peu moins de 2 ans, de ce qu'on appelle le Fonds pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires. Je suis persuadé que vous connaissez ce fonds. Ce fonds, ça s'appelle le Fonds vert. C'est comme ça qu'il est appelé. Et ce fonds vert, il a la particularité d'être spécifiquement dédié aux collectivités locales. Et parmi les projets sur lesquels une commune peut investir, il y a bien entendu ce que vous avez évoqué, les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, avec tous les risques que ça représente pour l'environnement rhinocérien. Mais il y a d'autres projets sur lesquels vous pouvez réfléchir et investir, et surtout solliciter un soutien public. On était déjà intervenu là-dessus. Il y avait la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux, notamment les écoles. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a une commune pas loin d'ici, en Aveyron, la commune de la Loubière, 1500 habitants, une petite commune, qui a eu l'intelligence de recourir à ce fonds public et qui a permis de la rénovation de toutes les écoles publiques de la commune, avec un apport, je précise, de 340 000 € du fonds vert. Ce qui vous donne un petit peu une idée de l'importance de ce fonds. Mais il n'y a pas que la rénovation énergétique des bâtiments, monsieur le maire de Mende. Il y a le soutien au tri à la source et à la valorisation des biodéchets. Il y a la prévention des inondations. On est tout à fait dans le cas de figure. Il y a la prévention des risques d'incendie, de forêt et de végétation. Tout ça, ça fait partie des problématiques qui touchent la Lozère, qui touchent la commune de Mende. Et il y a le dernier point sur lequel on insiste régulièrement depuis notre élection, c'est alors ils appellent ça un mot un peu pompeux, c'est la renaturation des villes et des villages. En fait, c'est tout simplement la végétalisation de la cité. Porter et installer des arbres ombrageux, ça permet de réduire de 3 à 5 degrés la température moyenne dans une cité. Donc ce qui est étonnant, monsieur le maire, c'est que vous ne faites pas cas de ce fonds, vous ne faites pas cas de ces possibilités de financement. Vous vous fixez, c'est un peu comme les grues de chantier à Mende, vous vous fixez uniquement sur 2 choses, les panneaux photovoltaïques et les éoliennes, en sachant que souvent ça suscite pour plusieurs raisons l'hostilité complète des habitants, et vous allez rester dessus, et vous allez nous demander de vous signer un chèque en blanc en disant on vote pour une certaine zonage à ce niveau-là, et on ne pourra absolument rien faire par la suite si on veut stopper les projets. Donc ça, c'est pas acceptable pour nous, on ne vous suivra pas sur ce terrain-là, et on s'attend aussi à des réactions assez vives de certains habitants de la commune de Mende par rapport à ces projets. Par ailleurs, et je termine avec ça, il y a une enquête publique qui a été faite, et il y a eu une argumentation qu'a repris en partie M. Portal d'ailleurs, sur les dangers justement d'installer ces panneaux photovoltaïques ou ces éoliennes, compte tenu du tissu existant, compte tenu du réseau existant. Vous êtes en train de nous enfoncer, ou plutôt de nous emmener vers des lieux d'implantation qui vont nous faire regretter à beaucoup de gens de s'être installés en Lozère, et surtout vous ignorez totalement d'autres possibilités de financement public en matière de transition écologique. Et c'est regrettable. Visiblement, vous ne suivez pas nos débats régulièrement, monsieur Abed. Vous n'êtes pas présent au conseil municipal, pourtant vous nous envoyez souvent quand même. Parce que sur le... Parfois, monsieur le maire, restez poli. Non, mais je reste poli. Je pense qu'il a été très clair dans cette promo. Oui. Il n'y a pas aussi... Non, mais je dis... Restez poli. Je ne vous ai pas donné la parole, encore une fois, s'il vous plaît. Je dis
que M. Abel ne doit pas être présent souvent dans les conseils municipaux, puisque le fonds vert, on l'utilise depuis qu'il est en place, et j'étais parmi les premiers maires à descendre à la préfecture de région pour recevoir une enveloppe sur l'école des terres d'Amande. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, ne racontez pas n'importe quoi à la population mandoise. On va continuer d'ailleurs. Vous nous dites qu'il faut faire de la rénovation des bâtiments. On a été parmi les premiers, et on ne vous a pas attendu pour faire de la rénovation énergétique et pour faire du développement durable et de l'environnement. Je vais prendre 2 dossiers. Les écoles. On a 7 écoles publiques. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? 2 écoles. On a déjà fait 5. C'est pas si mal que ça quand même. On n'a pas parlé des écoles. Non, mais moi je vous parle, je vous réponds. Si vous voulez, je vous prends tous les autres exemples. Je vais vous prendre ce que viennent de faire les services techniques avec Jérôme Delon et avec les certificats d'économie d'énergie pour isoler tous les tuyaux qu'on a dans toutes les chaufferies. Vous voulez qu'on parle du réseau de chaleur, M. Abel, qui a été mis en place en 2008? Ça, c'est pas du développement durable? Avec la société LGV et Bioénergie, c'est pas du développement durable, ça? Au début, personne n'en voulait, maintenant, tout le monde, il faudrait en faire un deuxième, même, presque. Donc, je pense qu'on ne parle pas des mêmes choses, ça, vous le dites, mais je pense que vous avez été peut-être trop absent de Mende pour vos activités professionnelles, vous étiez occupé ailleurs, peut-être que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui, et comment la ville évolue, et comment la ville a évolué. Je peux répondre quand même à monsieur Portal sur le fait que, oui, la Lozère, elle est positive en matière d'énergie depuis longtemps. On pourrait, d'ailleurs, c'était le nom moi, que j'aurais donné au slogan de la Lozère. Je voulais parler de Lozère à énergie positive. Mais bientôt, on parlera de Mende à énergie positive. Ça n'empêche pas qu'on doit peut-être continuer quand même à faire des efforts. Et ça n'empêche pas, il y a un élément qui est important parce qu'il y a beaucoup de notre électricité, si on prend le bassin de l'Altier, il y a beaucoup de notre électricité qui est exportée. Okay, et moi je pense qu'il y a un élément, je le dis systématiquement, mais il y a un élément majeur, particulièrement au cœur de la Lozère, sur la sécurité de la ressource électrique. Ce n'est pas complètement vrai, mais quand même, quand vous avez Bioénergie qui vous livre directement 7,5 mégas sur le poste source, quand vous avez des centrales hydroélectriques qui viennent ici aussi, dont l'électricité vient prioritairement ici, ok, les atomes, ils sont sur les lignes, donc ils peuvent, mais prioritairement ils viennent ici. Quand vous avez des éoliennes dont les câbles descendent directement sur le poste source, quand vous avez des panneaux solaires dont les câbles arrivent directement sur le poste source, ça fait ce que j'appelle les professionnels du foisonnement. Et donc moi je pense qu'en termes de sécurité, on a intérêt de développer ce foisonnement. Pas à n'importe quel prix, je suis complètement d'accord avec tout le monde d'ailleurs là-dessus, mais on a besoin de se sécuriser. Pourquoi? Parce que quand on prend Mende, notre approvisionnement électrique, il est lié quasi exclusivement à la ligne moyenne tension aérienne là, qui arrive, je crois que c'est une moyenne tension d'ailleurs à 63 000, qui arrive vers Marvejols, et après qui repart à Saint-Chély. Donc il y a une boucle comme ça, et puis une antenne qui part à Florac, mais il n'y a pas d'île à faire. L'issue c'est Florac. Vous étiez peut-être pas là, enfin, certains si quand même, à l'épisode neigeux de 2008. Moi je me suis fait en partie ma religion là-dessus. Parce qu'on a un câble, des 3 câbles de la moyenne tension qui arrive à l'Oncosse-Doge, au poste source, qui arrive vers Marvejols, qui était à terre. On a failli être, comme Marvejols d'ailleurs, ou comme d'autres villages de Lozère, couper l'électricité. Moi je pense qu'on a intérêt aussi à défendre le fait que plus on aura d'énergie renouvelable par rapport à notre poste source, à la capacité de notre poste source, pas plus, mais pas moins non plus, et mieux on sécurisera notre territoire. Et puis, par rapport à ces énergies renouvelables, il y a des enjeux d'avenir avec aujourd'hui des orientations qui sont prises, où vous avez des entreprises, demain vous allez avoir des collectivités, nous-mêmes, on sera amenés sûrement à délibérer là-dessus, d'acheter l'électricité ici, en partie au moins, et pas d'être tributaire d'un fournisseur, EDF ou un autre, qui ailleurs, et peut-être, demain, on achètera de la production
hydroélectrique ou de la production à bioénergie ou de la production d'éoliennes directement à celui qui la produit sur place. Ça va dans le sens, il me semble, du développement durable, là aussi, monsieur Abel. Et pour partir, on pourra avoir peut-être 20, 30, 40% de notre énergie, on passera des contrats avec des fournisseurs, peut-être nous-mêmes, ce que je souhaite, c'est que nous-mêmes on soit fournisseurs. D'ailleurs, il y a un projet au niveau départemental d'essayer de structurer quelque chose pour éviter qu'il y ait des opérateurs extérieurs qui viennent avec ce côté mercantile et investir, que le département investisse sur ses propres ressources et génère aussi du revenu là-dessus. Donc je pense qu'il y a un élément qui est important sur la sécurité et en termes d'avenir, il faut regarder aussi sur ces éléments-là. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette zone d'accélération des énergies renouvelables, c'est pas parce qu'on a ciblé des zones que les projets vont se faire. Quand on a fait ça, la loi nous dit de faire une consultation publique. Donc j'ai vu certaines communes, ce qui s'est fait, la consultation publique, elle a été faite via 2 ou 3 articles dans la presse, terminés. Nous, on a pris le parti de faire une vraie consultation, d'inviter les gens. Alors, on a eu des retours de gens qui nous ont demandé d'ailleurs d'intégrer des parcelles dans le dispositif. D'autres qui nous ont demandé d'en sortir. D'autres qui sont venus faire du prosélytisme, j'allais dire, de très loin, pour nous expliquer que ce qu'on faisait, c'était, on avait tout faux. Pourquoi, je ne sais pas. Ils ne sont pas du tout du territoire. Et enfin, on a écrit aux agriculteurs pour justement la partie la plus au nord de notre territoire. On n'a pas eu de retour des agriculteurs, je ne crois pas, j'en ai pas vu. On leur a écrit, j'ai fait une lettre à chacun d'eux pour voir, parce que bien sûr que ça me semble être un élément, plus que le tourisme même, aujourd'hui. L'agriculture, c'est peut-être l'élément qu'on a le plus à défendre prioritairement. Je pense que le tourisme n'est pas important. Et donc on a fait tout ce travail-là, et on a recensé, on a corrigé notre cas. Je redis que ce n'est pas parce qu'on fait une zone d'accélération d'énergie renouvelable qu'il va y avoir des panneaux partout sur la Boulaine. C'est faux, parce que ça passera systématiquement par l'avis et l'accord des propriétaires. Et comme ils sont nombreux et variés, je ne suis pas trop inquiet sur le fait qu'avant qu'ils arrivent à trouver une cohérence un peu importante, ça semblerait difficile. Je redis aussi que pour faire des projets d'importance, ça va être compliqué parce que notre poste source, il a une capacité d'absorption qui est limitée. Il y a une possibilité de tranche supplémentaire, donc d'extension du poste source, mais avec les projets qui sont en cours de panneaux solaires sur le PRE, sur Badarou, à droite et à gauche, notre capacité d'absorption est limitée. Moi, je vais défendre les projets pour lesquels je suis sûr que l'électricité a une chance d'être raccordée directement ici. Si c'est pour défendre les projets qui vont aller se raccorder au Monastier ou à la Panouse sur le nouveau poste source ou à celui à créer là, sur la Margeride, je ne sais pas trop, je serai moins enclin à défendre ces projets-là. Par contre, je pense qu'on a intérêt à, collectivement, à essayer d'avoir le plus possible d'énergie qui arrive sur ce poste source parce que, en termes de sécurité, c'est notre enjeu. Voilà ce que je pouvais répondre. Donc il n'y a pas, c'est pas parce qu'on délibère sur cette zone d'accélération des énergies renouvelables qu'on a un blanc-seing à n'importe qui pour faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Et est-ce qu'éventuellement vous pourrez mettre au vote ces autorisations d'implanter des champs de photovoltaïque? Je pense qu'on s'en oblige. Il y a toujours un avis du conseil municipal. Vous avez vu d'ailleurs que ça ne concerne pas directement, bien sûr, mais sur l'est du département, il y avait une commune qui s'était opposée donc, à un projet de développement, et malgré tout, le projet va, je pense, aller au bout. Donc il faut être vigilant, y compris au niveau des conseils municipaux. C'est clair. Est-ce qu'il y a des oppositions? 1, 2, 3. Des abstentions? 1, 2, 3. Les autres sont favorables. On va passer au point numéro 2, modification de 3 communes. Numéro 19, du PNU demande, avec une non-réalisation d'une étude, d'une évaluation environnementale et l'approbation de Mme Paoli. Le projet de modification de 3 communes numéro 19 du PNU porte sur les objets suivants.
revoir le règlement graphique afin de préciser la zone UX du corps gauche en définissant un secteur NBC UX petit h2 au droit des parcelles suivantes. AL 356, 359 et 368. Compléter la rédaction du règlement écrit afin de définir au droit du secteur UX petit h2 ainsi créer une hauteur maximale de construction de 20 mètres. Le dossier a fait l'objet d'une saisine auprès de la mission régionale de l'autorité environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas par la personne publique responsable, laquelle a émis un avis conforme qui dispense d'évaluation environnementale. A été notifié aux personnes publiques associées, lesquelles ont le cas échéant émis des avis intégrés dans le dossier. A fait l'objet d'une enquête publique unique conjointement avec les modifications du droit commun numéro 20 du 21 pendant 33 jours, du 30 octobre au 1er décembre 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L 153-36 et suivants, L 153-41 et suivants du Code de l'urbanisme, vu la délibération du Conseil municipal de Mende en date du 10 janvier 2018 approuvant le plan de PLU, vu l'arrêté numéro 164-2023 du maire de Mende en date du 13 juillet 2023, et la modification du plan commun numéro 19 du PLU de Mende, vu la décision de l'autorité environnementale du 28 septembre 2023 dispensant la modification du droit commun numéro 19 du PLU d'une évaluation environnementale, vu l'absence d'avis défavorable des propositions d'ajustement émises par les personnes publiques associées, vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur suite à l'enquête publique unique qui s'est tenue du 30 octobre au 1er décembre 2023. Considérant que le projet est compatible avec le PADD du PLU de Mende démontré dans le rapport de présentation, considérant que l'autorité environnementale a émis un avis conforme de dispense d'évaluation environnementale, considérant que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, précisons que chacune des requêtes exprimées au cours de l'enquête publique unique a fait l'objet d'une réponse détaillée, consignée en annexe du rapport, et les conclusions du commissaire enquêteur, pièce 03 du dossier, prévues du commissaire enquêteur assorti des réponses de la collectivité. Considérant que la modification du droit commun numéro 19 du PLU de Mende, telle qu'elle est présentée au conseil municipal, est prête à être approuvée conformément aux articles subvisés du Code de l'urbanisme. Il est proposé de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de la présente procédure conformément à l'avis de dispense d'évaluation environnementale formulé par l'autorité environnementale, d'approuver la modification du droit commun numéro 19 au PLU de Mende et d'autoriser M. le maire à poursuivre l'exécution de la délibération. Merci Mme Paoli. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Madame Soulier, M. Moïse. Alors, le plan local d'urbanisme est l'un des documents les plus importants, voire le plus déterminant que doit réaliser une collectivité. Il détermine le visage de la ville de Mende. Au-dessus de 1000 habitants, sans que cela soit obligatoire, les collectivités sont fortement invitées à mettre en place des commissions d'urbanisme, incluant des élus de minorité, amenés à réfléchir sur la création ou l'évolution des PLU. Si ce n'est obligatoire, en revanche, la très grande majorité des communes de plus de 10 000 habitants s'acquittent volontiers de cette recommandation. Malheureusement, à Mende, cela n'existe pas. Nous avons été désignés, M. Portal et moi-même, pour participer à une commission fourre-tout, environnement, mobilité, cadre de vie, reprenant seulement les infos données dans le journal municipal sans aborder le PLU. Elle s'est réunie 2 fois en 4 ans. Vendredi dernier, nous avons reçu la note de synthèse, plus 300 pages de documents annexes. Je les ai tous lus. Qui sont les éléments constitutifs de 3 libérations laconiques concernant le PLU. La première, celle dont vous venez de parler, est la plus homogène. Elle concerne la possibilité d'élévation de la hauteur limite sur un terrain détenu par environnement 48 qui passe de 12 à 20 mètres et donne lieu à plusieurs questions. Là, j'ai déjà une dizaine de questions, si ça vous intéresse. La seconde
envisage 30 modifications d'emplacements réservés, disparates dans leur importance pour l'évolution et l'avenir de la ville, du Mont Mima à la ZAC de Ramy, en passant sous le pré de l'Adoration. La troisième concerne les orientations d'aménagement et de programmation. Au vu des 300 pages, consultées dans un temps record, j'ai plus de vie, hein. Après interrogation de différents riverains, tout cela en 4 jours, ces différentes délibérations entraînent une quarantaine de questions. Et les questions, je les ai vraiment, s'il le faut. Que dois-je faire? Vous les posez, ou est-ce qu'on s'abstient devant un manque d'informations qui aurait pu être résolu en commission? A priori, il y a des modifications qui nous semblent pertinentes, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui méritent des éclaircissements avant décision. Ces 3 agglomérats, voire agrégats, sans information préalable, sont fort dommageables à la démocratie. Les règles obligatoires ont été respectées. Il y a eu l'enquête publique la veille de Toussaint et le lendemain du 11 novembre. Mais la volonté d'exercer ce pouvoir de façon discrétionnaire est manifeste. Nous aurions tous intérêt à ce que vous agissiez différemment. Alors, on peut ajourner les 3 délits si vous le souhaitez, c'est ce qui me semblerait le plus juste. Vous pouvez créer une vraie commission urbanisme et les présenter ultérieurement en une dizaine de points. Parce qu'on ne peut pas, les 30 modifications, elles ne peuvent pas être délibérées en un point. Rappelez-vous, j'ai vraiment, alors ça c'est le point, j'ai vraiment rédigé les 30 questions et ce ne sont pas des questions anecdotiques, ce sont des vraies questions. J'ai vraiment lu tous les textes et il y en a, je n'ai pas l'information suffisante pour ce qu'on puisse se déterminer. Donc voilà ce que je vous propose, c'est qu'on ajourne, qu'on reprenne ça dans le prochain conseil ou celui suivant, parce que ça mériterait quand même le PLU une attention particulière. Il y a 30 modifications, c'est pas faisable ni de les comprendre, ni de les connaître, ni de donner une appréciation. Alors certaines, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais pour la plupart d'entre elles. Là, franchement, M. Brégier, après je vous répondrai, mais je ne comprends pas. Vous faites pas votre boulot, il y a quelque chose qui m'échappe. Quoi? Vous faites pas votre boulot, il y a quelque chose qui m'échappe, mais je vous réponds pas. Attendez, j'ai lu tout ça, je pense que je suis la seule dans l'Assemblée à l'avoir lu. Je suis d'accord, mais c'est... M. Brégier. Monsieur le maire, chers collègues, effectivement, je rejoindrai les propos de Mme Soulier, notamment de reporter ce point-là à une commission ou à un conseil municipal antérieur, futur. Mais je tenais à rajouter, surtout, c'est que les riverains et les habitants de ce quartier se sont quand même démenés à sensibiliser l'ensemble des élus, que ce soit les élus de votre majorité ou les élus de l'opposition, notamment avec une réunion publique le 27 mars 2023 à 18h30 au parcage Georges Brassens. Donc ça prouve quand même l'intérêt et le questionnement de l'ensemble des habitants de ce quartier concernant ce projet. À la fin de cette réunion, malgré toutes ces questions, ces inquiétudes, il en revenait à un seul point. Ils attendaient à tout prix la réalisation d'une évaluation environnementale. Aujourd'hui, monsieur le maire, ce que vous leur dites, c'est simplement circuler, il n'y a rien à voir, on ne s'en occupe pas, on valide sans écouter réellement les propos et on fonce. C'est exactement ça, monsieur le maire. Après, vous me laissez finir, moi je ne vous ai pas interrompu, vous me laissez finir par là. Donc aujourd'hui, ce que vous leur dites, que ça soit pour la partie des habitants comme l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, finalement, il n'y aura pas de réalisation d'évaluation environnementale, ce qui fait qu'il n'y aura pas non plus de prescriptions qui seront assorties à ça. Donc au final, vous allez vous retrouver à ce qu'il va y avoir une confusion entre les habitants de ce quartier et cette entreprise, ce que personne ne souhaite. On aimerait que tout se déroule comme il faut et que chacun puisse comprendre ce qui va se passer par la suite. Et là aujourd'hui, vous balayez ça d'un revers de manche en disant allez hop, on valide une non-réalisation d'évaluation environnementale et comme ça on passe à autre chose. Je trouve ça inadmissible, monsieur le maire. Non mais là aussi, vous ne connaissez pas la réglementation. Enfin, vous parlez de choses facilement, ça en toutes mes connaissances de tout. C'est comme un peu... Les habitants du quartier, ça va plus long, vous inquiétez pas. C'est un peu la même réponse que je vais faire à Mme Soulier aussi, je suis désolé. Il y a une réglementation, on applique une réglementation, ok?
Et sur le projet Il y a d'extension... le côté humain, monsieur le maire. Je pense que vous l'avez complètement oublié. Non, je ne sais pas sur le côté humain, justement. Parce que vous me parlez d'une réunion publique le 27 mars dernier, j'ai jamais été associé. On m'a jamais appelé pour me dire venez nous voir. Par contre, moi, j'en ai fait une fin août. Sur le quartier là. J'ai été les voir, moi, les gens, fin août. Il y avait un de vos élus qui était présent, il était bien au courant qu'il y avait une réunion. Tout le monde a été convié. Non. Moi, je n'ai pas été convié. Personne ne m'a jamais dit qu'il y avait une réunion sur le quartier. Ce n'était pas une réunion publique. Non, je suis désolé. C'était une réunion de quartier. Chacun a... Comme d'habitude, les autres sont toujours des menteurs. Vous avez raison. Non. Je ne dis pas que les autres sont des menteurs. Je dis que personne du quartier m'a appelé. Pourtant, beaucoup ont mon téléphone pour me dire que venez à notre rencontre pour qu'on parle de ce sujet. Par contre, fin août, moi j'ai pris le devant, j'ai fait une réunion de quartier et j'ai été les voir. Et j'ai discuté avec eux. J'entends la problématique. La problématique, elle est sûrement double. Il y a sûrement deux origines parfois. C'est très compliqué sur ces histoires de blanc, mais il y a sûrement deux origines qui peuvent être différentes. Donc je ne le prends pas à la légère. Je voudrais bien essayer de répondre au fond, aux riverains, aux habitants du quartier, pour qu'ils puissent vivre sereinement la totalité de leur vie tout au long de l'année. Je vais répondre. Vous nous dites, sur la réglementation, il y avait deux problématiques d'évaluation environnementale. Une qui concernait le PLU, une qui concernait directement l'autorisation administrative de l'exploitant. Ok? Ça a été réglé l'année dernière, il y a eu une enquête publique, l'évaluation environnementale a été faite, il y a des gens qui sont venus déposer l'enquête publique sur l'autorisation du CPE, de régularisation d'ailleurs de la partie historique de l'exploitation plus l'extension. Ça a été régularisé. Il y a eu à l'enquête publique pas mal de dépôts. À ce moment-là, les riverains ou certains autres sont venus aussi déposer par rapport à cette enquête publique. Au final, il y a un arrêté qui a été pris. Je n'ai pas vu que cet arrêté avait été contesté par qui que ce soit. Je parle de l'autorisation ICPE. Okay. Là, on a eu une demande l'année dernière pour permis de construire, pour avoir un bâtiment qui va faire 20 mètres au lieu d'en faire 12, donc dérogation. Donc on est obligé de passer une délibération. Il y a là aussi une évaluation environnementale qui était possible. On a sollicité Jean-Luc de la MRE, qui nous dit que c'est pas utile. Je ne dis pas des bêtises quand je dis ça. Donc c'est pas moi qui vais aller contre l'autorité environnementale quand même, non? Là, il faut remettre les choses un peu en place. Ok? Et je finis. Et vous nous dites que je ne fais pas d'information, c'est franchement, parce que on en a parlé en conseil municipal au mois de juillet, si j'ai bonne mémoire, de l'année dernière. Je vous ai donné l'information sur ce qu'on a engagé, alors que je n'étais pas obligé de le faire. Et je vous ai dit que je le faisais parce que justement, je voulais que le conseil municipal, l'ensemble du conseil municipal, soit informé sur ce qu'il y avait à faire. Après, que vous veniez ici, en conseil municipal, me dire, monsieur Bringer, madame Soulier, que vous avez 40 questions, je suis désolé, mais respectez la procédure. Il y a une enquête publique. Vous n'allez pas à l'enquête publique. Sur le point qu'on débat, sur le point numéro 2 de l'ordre du jour, on n'a aucune remarque à l'enquête publique. Personne. Non, mais il y a 3 points dans l'ordre du jour. Le premier point, il concerne que l'élévation, donc la situation de ce bâtiment, de passer de 12 à 20 mètres. Personne n'est venu déposer l'enquête publique. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vous informe l'année dernière qu'il va y avoir des procédures et que donc on en arrivera, ce qu'on en est aujourd'hui, à délibérer sur des modifications de PLU. Et aujourd'hui, vous venez me dire qu'il faudrait reporter. Non. Faites votre boulot. Non, faites votre boulot. À la fin du conseil, en juillet, vous avez pris 10 secondes, vous nous avez défilé tout. Je vous ai dit, c'est beaucoup trop vite pour qu'on ait... Non,
non. J'étais, franchement, je pouvais passer sous silence. C'est ça, moyen, Non, on vous a. Ne me dites pas que vous n'avez pas eu l'information. Ne me dites pas, alors si vous n'avez pas eu l'information complète, parce que peut-être elle n'a pas été dans le détail du dossier qui ont été déposés après, mais vous pouviez venir chercher l'information. Et vous venez me dire, après l'enquête publique, alors qu'on est en train de délibérer, que vous avez 40 questions, sans venir à l'enquête publique, il faut venir voir les commissaires enquêteurs. Mais l'enquête publique, il faut venir voir les commissaires enquêteurs. Il faut venir voir les commissaires enquêteurs, comme certains riverains l'ont fait l'année dernière pour l'ICPE. Je suis désolé, sur le bâtiment, sur la hauteur du bâtiment, encore une fois, on n'a aucune observation. Il n'y a personne qui est venu voir le commissaire enquêteur. Faites votre boulot. Mais on a un boulot, monsieur le maire. Non mais attendez, on a un boulot, nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Mais moi, on a un métier. Arrêtez de nous faire la leçon. Je ne fais pas la leçon. Si, vous le faites la leçon. Non, je ne fais pas la leçon. On est des élus pénétrants, on est pas des policiers. Et on fait pas de position. Monsieur Abel, ne venez pas me dire à conseil municipal quand on va valider que vous n'avez pas eu les informations. Ne nous faites pas la leçon. Vous êtes élu de la République. Vous êtes élu de la République, vous êtes dans un conseil municipal. Quand vous voulez l'information, vous savez venir la chercher. On l'attend toujours. Quand vous la voulez, l'information, vous savez, vous la trouvez et vous la demandez. Sur les rencontres de déplacement, on attend toujours les informations. Je m'inquiète pas. On attend toujours les informations. Je m'inquiète pas pour ça. Par contre, quand c'est des sujets essentiels de la ville, du développement de la ville, vous venez me critiquer a posteriori, c'est un peu... On veut dire que la commission de l'environnement s'est réunie 2 fois. Vous trouvez ça sérieux, monsieur le maire? Est-ce qu'il y a des oppositions? Et comment? 1, 2, 3. Des abstentions? Non, c'est parce qu'on veut savoir. 1, 2, 3. Je vais vous dévoiler, vous avez qu'à le regarder, le dossier, vous m'avez dit. Je l'ai lu, vous l'avez regardé. Vous voyez le nombre de pages? Je l'ai récupéré vendredi, j'ai tout lu, je suis la seule à avoir lu, je pense. Donc la majorité est favorable. Le point numéro 3, donc il concerne aussi une modification du droit commun du numéro 20 du PLU demande non-réalisation d'une évaluation environnementale et approbation. Madame Morin. Le projet de modification de droit commun numéro 20 du PLU porte sur les objets suivants. La modification du règlement écrit et graphique visant à supprimer, modifier ou créer des emplacements réservés et la suppression de la législation relative aux emplacements réservés dans les orientations d'aménagement de programmation. Le dossier a fait l'objet d'une saisine auprès de la mission régionale de l'autorité environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas par la personne publique responsable, laquelle a émis un avis conforme de distance d'évaluation environnementale. A été notifié aux personnes publiques associées, lesquelles ont le cas échéant émis des avis intégrés dans le dossier, a fait l'objet d'une enquête publique unique, conjointement avec les modifications de droit commun numéro 19 de l'ETE, pendant 33 jours, du 30 octobre au 1er décembre 2023. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L153-36 et suivants, L153-41 et suivants du Code de l'urbanisme, vu la délibération du Conseil municipal de Mende en date du 10 janvier 2018 approuvant le PLU, vu l'arrêté numéro 165-2023 du maire de Mende en date du 13 juillet 2023 ayant prescrit la modification du droit numéro 20 du PLU de Mende, vu la décision de l'autorité environnementale du 28 septembre 2023 dispensant la modification du droit commun numéro 20 du PLU d'une évaluation environnementale, vu l'absence d'avis défavorable et de propositions d'ajustement émis par les personnes publiques associées, vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur suite à l'enquête publique unique qui s'est tenue du 30 octobre au 1er décembre 2023, considérant que le projet est compatible avec le PADD du PLU demande comme démontré dans le rapport de présentation, considérant que l'autorité environnementale a émis un avis conforme de distance d'évaluation environnementale, considérant que le commissaire enquêteur a exprimé un avis pour chaque évolution d'emplacement réservé, son avis est favorable à chaque évolution proposée sous réserve de prendre en compte les ajustements demandés sur les emplacements réservés numéro 5, 36 et 44.
Précisons que chacune des requêtes exprimées au cours de l'enquête publique unique a fait l'objet d'une réponse détaillée consignée en annexe du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Concernant l'emplacement réservé numéro 5, objet création d'une voie débouchant sur la RN 88 Pédaïde Zac de Raville, le commissaire enquêteur demande que son évolution soit ajustée afin de ne pas mettre en risque le commerce existant. La mairie valide la proposition du commissaire enquêteur visant à maintenir l'évolution de cet emplacement réservé uniquement sur les parcelles BK 77, BK 90, 92 et 259, étant ainsi entendu que l'emplacement réservé déjà existant ne fera pas l'objet d'évolution sur les parcelles BK 8, 226, 249, 250 et 251. Concernant l'emplacement réservé numéro 44, l'objet création de voirie, bouclage, chemin de la Safranière. Le commissaire enquêteur demande qu'il soit revu comme proposé par la collectivité afin que l'emplacement réservé soit strictement dimensionné pour répondre à l'emprise nécessaire à la future voirie, sans pour autant remettre en question l'anticipation d'évolution de l'urbanisation de ce secteur et la protection du chemin de la Safranière du Sud. Enfin, conformément aux échanges entre la mairie et le commissaire enquêteur, dans le cadre du PV du commissaire enquêteur, l'emplacement réservé numéro 36 fera l'objet d'un ajustement mineur ne remettant pas en cause la faisabilité de son objet. Suppression de l'emplacement réservé numéro 36 au droit des parcelles AI ou A186, 89 et 93, réduction de l'emplacement réservé de 21,5 m². Il est donc proposé de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de la présente procédure conformément à l'avis de dispense d'évaluation environnementale formulée par l'autorité environnementale, d'approuver la modification du droit commun numéro 20 du PLU de demande et d'autoriser M. le maire à poursuivre l'exécution de la présente délibération. Merci Mme Morin. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole? Alors, quelques mots. Vous avez vu un tableau au départ, vous voulez qu'on le remette sur ce qui était supprimé, parce que, en fait, des emplacements réservés qui étaient anciens, on les supprime. Donc, d'autres qu'on modifie principalement, ou qu'on crée aussi. Donc, je vous laisse le temps de regarder ce tableau. Et, paradoxalement, ici, au point numéro 2 de l'ordre du jour, pour la hauteur du bâtiment, on avait eu 0 intervention d'enquête publique. Sur celui-là, il y a du monde qui est venu. Donc, ça montre bien que l'information est passée. On avait affiché d'ailleurs sur place, dans tous les emplacements que vous avez, ça aussi, ça faisait partie de l'information. On avait affiché partout qu'il y avait une enquête publique et que les gens pouvaient se renseigner. Beaucoup de gens sont venus, beaucoup de gens sur ce point numéro 3 aussi sont intervenus principalement sur 3 secteurs. Donc là-bas, la sortie entre guillemets de secours, la sortie de la zone de la ZAC de Ramille, qu'un jour ou l'autre il faudra bien essayer de réaliser malgré les contraintes du site, les contraintes géologiques pour tenir un ouvrage et les contraintes d'installation déjà qui sont de commerce ou autres, qui sont déjà en place. Donc c'est une modification, puisque l'emplacement réservé il existait déjà. Donc on tient compte de l'observation du commissaire enquêteur qui voulait que sur la parcelle, là où il a marqué UXZACB, là, ça doit être la 251, on prenait plus d'emplacement sur le parking. En fait, on s'en tient à l'emplacement qu'on avait prévu de manière historique. Et on modifie sur la parcelle 92 UX, marqué 92, on modifie l'emplacement pour le positionner le plus au nord de la parcelle, afin de moins pénaliser l'éventuelle construction à venir sur cette UX92, toujours si on arrive à faire une route. Parce que pour l'instant, elle n'est pas faite, même s'il n'y a pas une grande longueur, mais ça va être extrêmement compliqué. Sur le deuxième point, c'était l'emplacement réservé 44, donc c'est le chemin de la Safranière, donc là où on a eu à peu près tous les riverains de quartier qui sont venus déposer contre, parce que peut-être on peut instrumentaliser par l'un d'entre eux, et
c'est des parcelles agricoles, sachant qu'avec la zone zéro artificialisation nette, il va falloir qu'on consomme d'abord tous les terrains qu'on a en AU ou en AU avant d'aller sur le 2 AU, et donc avant d'aller encore des nouvelles possibilités d'aller sur les terrains agricoles, donc ça paraît quand même assez complexe là aussi et sûrement très lointain en termes de timing, mais on se garde la possibilité quand même de pouvoir un jour ou l'autre ouvrir sur ce quartier nord du Roussel, sur cette partie nord du Roussel, et d'ailleurs on avait calibré au départ, là où se sont installées toutes les nouvelles villas du quartier de la Safranière, le petit immeuble qu'il y a. On avait d'ailleurs calibré la voie pour ça, on a calibré les réseaux pour ça, pour permettre le développement futur. Donc on maintient cet emplacement réservé. Et le troisième, donc, qui était un peu plus au nord, donc sur la partie de l'avenue Victor Hugo qui rentre ici pour aller vers le Roussel, il y avait effectivement, on empiétait sur la propriété de la maison qui est déjà bâtie, donc là il y avait une erreur de tracé en quelque sorte, et donc pour les 21 mètres carrés 50, on corrige. Voilà, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc vous êtes favorable? Pourquoi vous allez commenter notre vote, monsieur? Non, je sais pas, on s'attend à tout. Considère que vous êtes favorable. Sur ce point précis, oui. Donc on passe au point numéro, donc la majorité est favorable. On passe au point numéro 4 qui concerne aussi la modification du droit commun numéro 21 du PNU avec non-réalisation d'une évaluation environnementale et approbation. Là aussi, sur le point précédent, on avait saisi la MRAE qui nous a dit qu'on n'était pas obligé d'aller. Sinon, on aurait fait l'évaluation environnementale. Non, j'ai tout lu. Alors, Vincent Martin pour le point numéro 4. Le projet de modification de droit commun numéro 21 du PLU porte sur l'objet suivant: revoir l'orientation de la et de programmation du secteur Roussel-Bas, Bécamel, Champ de Coste, afin de tenir compte de la topographie du site. Le dossier a fait l'objet d'une saisine auprès de la MRAE, mission régionale de l'autorité environnementale, dans le cadre d'un examen au cas par cas par la personne publique responsable, laquelle a émis un avis conforme de dispense d'évaluation environnementale. A été notifié aux personnes publiques associées, lesquelles, le cas échéant, émis des avis intégrés dans le dossier. Au fait l'objet d'une enquête publique unique pendant 33 jours, du 30 octobre au 1er décembre 2020. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L153, 36 et suivants, vu L5341 et suivants du Code de l'urbanisme, vu la délibération du Conseil municipal de Mende en date du 10 janvier 2018 approuvant le plan local d'urbanisme, vu l'arrêté numéro 166-2023 du maire de Mende en date du 13 juillet 2023 ayant prescrit la modification du domaine du PLU de Mende, vu la décision de l'autorité environnementale du 28 septembre 2023 dispensant la modification du droit commun numéro 21 du PLU d'évaluation environnementale, vu l'absence d'avis défavorable et propositions d'ajustement émis par les personnes publiques associées, vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur suite à l'enquête publique unique qui s'est tenue du 30 octobre au 1er décembre 2023, considérant que le projet est compatible avec le PADD du PLU de Mende, comme démontré dans le rapport de présentation, considérant que l'autorité environnementale a émis un avis conforme de dispense d'évaluation environnementale, considérant que le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet, précision que chacune des personnes examinées au cours de l'enquête publique unique a fait l'objet d'une réponse détaillée consignée en annexe du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Considérant que la modification du droit commun numéro 21 du PLU de Mende, telle qu'elle est présentée au conseil municipal, est prête à être approuvée conformément aux articles survisés du code de l'urbanisme. Il est proposé de ne pas réaliser une évaluation environnementale dans le cadre de la présente procédure, conformément à l'avis des dispenses d'évaluation environnementale formulé par l'autorité environnementale. D'approuver la modification de droit commun numéro 21 du PLU de Mende, d'autoriser M. le maire à poursuivre l'exécution de la présente délibération. Merci M. Martin. Tout le monde voit où c'est situé. Donc là aussi, il y avait un emplacement réservé, et donc on le modifie pour permettre sûrement à l'avenir une meilleure urbanisation
d'urbanisation de cette parcelle. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, et les autres sont favorables. Le point numéro 5, constat de désaffection des classements du domaine public des parcelles situées de la tendelle de Superguet. La SCI des Parpaillons a demandé à la commune de demande l'acquisition d'une emprise de 805 m² située rue de la Tendelle pour étendre sa propriété. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 2121-29, vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article N 2111-1 et N 2141-1, considérant que l'emprise cédée n'est ni affectée à un service public ni affectée à l'usage direct du public, considérant l'intérêt manifesté par la SCI des Parpaillons pour acquérir la dite emprise de 855 m², après réalisation d'un document d'arpentage matérialisant l'emprise cessible par la SARL Fage et associés géomètres experts, il vous est donc proposé aujourd'hui de constater la désaffection d'une partie du domaine public rue de la Tendelle pour 855 m². La nouvelle parcelle sera cadastrée AL 383 et enfin de prononcer le déclassement de la dite partie du domaine public pour une incorporation au domaine privé de la commune. La cession sera proposée lors d'un prochain conseil municipal. Merci M. Berenguet. Tout le monde va se situer là-haut sur le Kosovo. Donc on continue, là, on a les demandes régulières là, de riverains qui achètent ces délaissés. Ça fait plusieurs fois qu'on en passe. Et donc on aura à revenir au prochain conseil municipal sûrement pour constater la vente, sachant que sur cette parcelle, si j'ai bien compris, il y a un joli projet qui est en train de naître. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. On va vendre un morceau de terrain, Mme Zampiello. Alors, vente comme une demande, M. Fourez et Mme Améras, lot numéro 3, rue des Geneliers. La commune de demande a décidé d'attribuer la parcelle AK 1083 située 34 rue des Geneliers à M. Guillaume Fourez et Mme Améras. Conformément à l'évaluation du pôle domanial du Gard et après réalisation de documents d'apprentissage par la SARL Fage et associés, la vente s'établit de la manière suivante. Donc le lot numéro 3, la parcelle AK 1083 pour 691 m², 34 rue des Geneliers, à M. Fourez et Mme Améras pour 51 825 €. Avec les prescriptions énoncées ci-dessous, une limitation de hauteur de construction sera imposée à 7 mètres par rapport au terrain naturel, le maintien de la traille à l'arrière du lot cédé, l'ensemble des réseaux permettant de desservir chaque lot sera à la charge des acquéreurs. Il est donc proposé aujourd'hui d'autoriser la cession par la demande de la parcelle citée ci-dessus, frais notariés à la charge des acquéreurs, et d'autoriser M. le maire de Nantes à signer les actes de cession à intervenir en office notarial de Mme Papadeli d'Arbon et M. Fouquier, c'est à l'école de maire en Nantes. Merci Mme Zampiello. Tout le monde s'est situé, donc on a fait 5 lots. Ah oui. C'est la rue des Geneliers. Oui, il s'agit bien des lots qui ont déjà été attribués. Certaines. D'accord. Donc il y a eu une augmentation du prix au mètre carré. En fait, on tient compte de ce que j'avais dit la dernière fois, là, parce qu'on est obligé de faire des travaux de réseau dans la rue en bas qu'on n'avait pas fait sur l'autre, on n'avait rien fait. Sur les premiers terrains auxquels vous pensez. Donc là, on va être à 75, non? Ah oui, là, 75 €. Ouais. Et les autres étaient là 40 ou 50. 48. 48, c'est ça. Parce que là, on tient compte des travaux qu'on doit réaliser pour l'instant. Est-ce que, du coup, des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté? On va, si vous voulez bien, racheter à Jean-Paul Cans une partie de cette maison-là. C'est une partie. Madame Entremer. Vu l'arrêté préfectoral bref BCPT TAT 052-0001 du 21 février 2018 déclarant d'utilité publique l'opération de restauration immobilière au PAH lancée par la commune de Mende et portant sur des immeubles situés dans le centre ancien, la commune de Mende a décidé d'acquérir un immeuble situé au 30 rue Notre-Dame, section AS 56, lot 1, 2, 3, 4 et appartenant à M. Jean-Paul Cans. Il est donc
autoriser l'acquisition par la ville de Nantes de la parcelle AS 56 1, 2, 3 et 4 d'une emprise au sol de 28 mètres carrés, frais notariés à la charge de la commune de Nantes. Préciser que cette acquisition interviendra moyennant le prix de 7 500 €. D'autoriser M. le maire à signer l'acte d'acquisition à intervenir en vertu de Dany Papamélie Darbon et Bertrand Dupuis, 7 allée Paul Doumer à Nantes. Merci Madame tout le monde va où c'est rue Notre-Dame. Et il manque l'autre morceau, parce qu'il y a un autre morceau, c'est le briquet. Et comme c'est à moitié en ruine, on l'a déjà couvert par une bâche. Pas bien, c'est pas très beau. Moi je propose qu'on le démolisse pour faire les parties. Est-ce que vous avez des questions sur le projet? C'est pas grave. Donc vous avez déjà commencé à répondre à une de mes interrogations, parce qu'effectivement sur cet immeuble-là, si mes souvenirs sont bons, au dernier étage il y a une chambre qui n'appartient pas au propriétaire total de l'immeuble, et je sais qu'il était très difficile d'avoir accès à ceux qui pouvaient avoir la succession. Donc je voulais savoir si vous avez pu régler le problème, et vous venez de me dire que c'était toujours en attente. Donc aujourd'hui, c'est pas l'acquisition totale de l'immeuble, mais juste une partie, il reste une petite partie infime en haut à récupérer. Et du coup, la finalité, alors vous l'avez dit avec un petit peu d'humour, mais de place de parking, mais en réalité, vous pouvez en faire quoi? La restauration, j'imagine, mais vous voulez en faire des appartements, vous voulez en faire des commerces, des bureaux? En fait, si vous l'avez vu, c'est pas la même altimétrie, donc c'est assez compliqué. Ça peut faire de petits appartements de ville, là, maisons de ville, peut-être. En tous les cas, il y a l'intérêt patrimonial, Madame Mietrenel, Madame Paoli, donc j'en entends parler 3 fois par jour. Mais il y a l'intérêt, effectivement, parce que c'est une maison très ancienne, qui a des. Qu'est-ce qu'il y a? Des colombages? Des encorbellements, et donc. Voilà, ça fait partie du patrimoine qu'on doit essayer de sauver, de restaurer dans la ville de Mende. Et par la suite, ce patrimoine sera revendu ou conservé à la mairie pour faire de la location à loyer modeste? Vous savez pas encore? Aucune idée. On va essayer déjà de mettre la main sur l'ensemble, pour sécuriser, parce qu'on avait des roses qui tombaient un peu sur la rue. Donc maintenant, c'est sécurisé de ce point de vue-là, mais il y a un chantier quand même. Des abstentions, le rapport est adopté. Après, on va passer aux subventions du Fonds d'État, acquisition de matériel pour le service de la commune de M. Kémy-Jacques. Les articles R 2334-22 alinéa 2 et R 2334-23 du Code général des collectivités territoriales fixent les conditions de recevabilité et de complétude d'une demande de subvention auprès des services de l'État. Les articles précités renvoient à l'arrêté interministériel du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l'appui d'une demande de subvention présentée au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Cet arrêté est transposable à l'ensemble des demandes relatives au Fonds d'État, DETR, Fonds vert, FN, ADT, au titre des pièces à fournir. L'article 1.1 de l'arrêté interministériel énonce la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, l'établissement public de coopération intercommunale adoptant l'opération et arrêtant les modalités de financement. Soucieux d'améliorer le cadre de vie des habitants mandois et de renforcer l'efficacité des services de la ville, la commune souhaite se doter de matériel supplémentaire, acquisition d'un véhicule et de 2 camions plateaux. Il est proposé d'approuver l'opération d'acquisition de matériel pour les services de la commune de Mende, d'arrêter le plan de financement de l'opération comme suit, coût total hors taxe 73 644,07 €, subvention d'État 44 186,44 €, part communal 29 457,63 €. Merci M. Jacques. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Le point suivant, toujours pareil, Madame Vogel. Je ne comprendrai pas le début,
sont en facturation, ça on en parle déjà depuis quelques temps. Donc, un travail de reprise des concessions a été entrepris pour libérer de l'espace et permettre de proposer à la population des concessions funéraires. Donc aujourd'hui, c'est 243 tombes qui ont été déclarées à l'état d'abandon et après travaux, remise pour de nouvelles inhumations. Ça a déjà été le cas pour certaines. La présente délibération porte sur la phase 3 du projet et qui correspond à 50 000 tombes. Donc il vous est proposé d'approuver l'opération de reprise des concessions funéraires de ces jalons. La phase 3, il avait le plan de financement, tout total hors taxe 59 990, subvention d'État 35 994 et la part communale 23 996. Et effectivement, il y a eu un travail très important et propre qui a été fait. Et aujourd'hui, les personnes peuvent acquérir des nouvelles possessions. Merci Madame Bourgade. Donc sur les 243, il y en a entre 150 et 180 qui ont déjà été reprises. On fait ça déjà depuis 3 ou 4 ans. Et chaque année, on essaie de faire mieux. On devrait finir d'ailleurs cette année le plus ancien de ces gens-là. Est-ce qu'il y a des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Le point numéro 10. Donc nous serons là. Oui, je vous fais grâce des 3 premiers strophes que ont connu mes collègues précédemment. Donc, dans la poursuite d'un objectif de développement durable, c'est l'usage de se doter d'une balayeuse de voirie électrique pour l'entretien écologique des espaces urbains. Il est proposé d'approuver l'opération d'acquisition d'une balayeuse électrique pour les services de la commune de Mende, d'arrêter le plan de financement de l'opération comme suit. Coût total hors taxe 154 078,41 €, subvention d'État 92 447,05 € et part communale 61 631,36 €. Merci M. Dalle. Donc là, M. Thierry-Jacques me faisait remarquer justement ce matin que peut-être du fonds vert parle via l'agence parce qu'il y a plusieurs sources pour le fonds vert. Il y a de l'ADEME, il y a l'agence de l'eau et puis il y a la préfecture régionale. Donc, est-ce que vous avez des questions des autres? Une mini-question. Vous mettrez dessus ici l'État ESTI, parce que ça pourrait peut-être payé par les fonds propres de la collectivité et utiliser les fonds verts pour des choses plus conséquentes. Ah, les fonds verts, si, parce que c'est écologique, avec un besoin moins d'eau. Donc vous mettrez ici l'État investi. Exactement. Parce que c'est une obligation, vous savez que quand on a des moyens financiers qui nous sont alloués, il faut bien sûr le dire aussi. Des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. À l'incombe pour le suivant, les pavages. La commune de Mende a programmé des travaux de réfection des dallages et des pavés en pierre calcaire du centre-ville historique. Donc il est proposé d'approuver l'opération de réfection de pavage en centre-ville, d'arrêter le plan de financement de l'opération comme suit. Coût total hors taxe 100 530, subvention État 56 331,50, subvention département 24 892,50 et part communale 20 306 €. Merci M. Combe. Est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Le point numéro 12, on vous propose de reconduire de location de box numéro 4 à l'égard sectionnel à M. Bruzek. Reconduction du bail. L'occupation de volonté locale. Ah, donc, de changer, on va le donner, si vous êtes d'accord, on le louer à M. Bruzek, qui est domicilié à Chavannes. Donc, ça, c'est sur la section de Chavannes, bien sûr, ces garages. Pour 1 249,92 €. Des questions, des oppositions, des abstentions, le rapport est adopté. Et le point
numéro 13, Madame Rousson, pour la gestion des ouvrages délégués pour les travaux au carrefour régimental Perrier. Dans le cadre des travaux pour la mise en sécurité de l'urbanisation de trottoirs, échauffement piéton, place de stationnement et la réalisation de l'emplissement de rideaux secs et humides sur l'avenue d'Espérance et aux abords du carrefour Girafard de Verrières, ainsi qu'au départ de l'avenue Jean-François, il est nécessaire de procéder à la reprise des réseaux secs et de la voirie du ressort de la commune et la reprise des réseaux humides du ressort de l'intercommunalité. Afin de faciliter la coordination des travaux communaux et intercommunaux, il est souhaitable que la commune de Mende assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération. Il est proposé d'accepter que la commune de Mende assure la maîtrise d'ouvrage de cette opération conformément à l'article 24-22-6 du Code de la commande publique. Les attributions mandatées sont les suivantes: préparation au choix du maître d'œuvre, signature du contrat correspondant à l'acte d'approbation et gestion du contrat de maîtrise d'œuvre si la maîtrise d'œuvre est externalisée. Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux et gestion du contrat de travaux, coordination, réalisation des démarches et suivi de l'ensemble des permissions de l'ordre nécessaires dans le cadre de l'opération, réception de l'ouvrage, paiement des factures. Le montant ainsi que les modalités définitives de la programmation de la participation financière des communes seront arrêtées après chiffrage de la prestation correspondante en utilisant les prix du marché public passé pour la commande. La TVA relative aux prestations financées directement par la communauté de communes fera l'objet d'une prise en charge par elle sur la base de la facturation établie par la commune de Mende, faisant apparaître les montants TTC et hors taxes. D'apporter son expertise technique pour les compétences données à la charge, à participer à toutes les réunions de travail et de chantier nécessaires, afin d'autoriser Mme Gilles-Rogal pour la adjointe à signer la convention de mandat et maîtrise d'ouvrage déléguée avec la communauté de communes Cœur-de-Ville. Merci Mme Rousson. Donc on va faire les travaux, une partie sur la charge de la communauté de communes, notamment pour les réseaux humides. On en profitera pour infouiller les réseaux secs, élargir le trottoir, faire des vraies places de stationnement et sécuriser le contournement nord de ce point pour les piétons, pour les mobilités douces. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. Le dernier point, c'est la modification de la composition du service commun, Mme Françoise Amargé-Dorjo. Créé par délibération 2021, le service commun Direction générale des services a pour objectif l'optimisation des services et des ressources. Lors de sa création, seul le poste de directeur général de service existait. Il a été ensuite étoffé par le poste de directeur général adjoint ressources. Le départ à la retraite du DGS, du directeur général des services du Centre intercommunal d'action sociale de Lozère, M. Martinez, amène à poursuivre la mutualisation des collectivités au poste de DGS. À compter du 1er mars 2024, le poste de DGS mutualisé, communauté des communes de Lozère, son CIAS et la ville de Mende est à la tête de nos trois collectivités. Un nouveau poste de directeur adjoint en charge de la solidarité, c'est-à-dire petite enfance, résidence Pierrefou, maison solidaire et jeunesse, doit être créé afin de renforcer le service commun. Les missions et le mode de gestion restent inchangés. Les trois agents, c'est-à-dire un DGS et deux directeurs généraux adjoints, affectés en totalité à ce service et exercent leurs fonctions pour ces deux entités parties prenantes au service commun. Le coût global du service commun Direction générale des services est réparti comme suit. En ce qui concerne le DGS, Direction générale des services, pour la ville 40%, pour la communauté de communes 40% et pour le CIS 20%. Pour le directeur général adjoint ressources, 40% pour la ville, 40% pour la communauté de communes et 20% pour le CIS. Quant au directeur général adjoint solidarité, 20% pour la ville et 80% pour le Centre intercommunal d'action sociale. Une nouvelle convention faite en annexe régit l'ensemble des dispositions relatives à la mise en œuvre du service commun de Direction générale des services. Il vous est donc proposé d'approuver la modification de la composition du service commun comme suit: un poste de directeur général, un poste de directeur général adjoint ressources et un poste de directeur général adjoint solidarité. D'approuver le projet de convention ci-jointe et d'autoriser M. le maire à signer le projet de convention ainsi que l'ensemble des pièces inhérentes à la mise en œuvre de la présente décision. Donc c'est Mme Brigitte Roulet d'ailleurs qui va signer le projet de convention, puisque vous la signerez, on va vous donner de côté, non? Oui.
qu'on finalise la direction générale des services dans le cadre de la mutualisation, est-ce que vous avez des questions, des oppositions, des abstentions? 23, 22, 2. Donc le rapport est adopté. Alors pour finir, on a une question de Madame Hier. Ce début d'année, nous avons accueilli M. Herrero lors des deux personnels municipaux intercommunaux et à Mende, et aussi là-bas à la salle à Saint-Jean. Pourriez-vous nous indiquer le montant de la prestation qui a été engagée par la commune? Alors c'est autour de 4 800 €, je n'ai pas le montant exact, mais c'est autour de toutes les prestations confondues, déplacement, hôtel, repas, prestations d'intervention. Et comment ces prestations sont-elles imputées sur le budget annuel de la commune? Je dirais que c'est dans un compte 62 autour de la réception, frais de réception, quelque chose comme ça. Voilà, merci beaucoup à tous, passez une bonne soirée.